Raconte-moi autrement les OGM. Il s'agit de la 16e émission dans cette série réalisée par Radio Zinzine en partenariat avec l'équipe d'InfoGM. Aujourd'hui, ça va être avec Christophe Noisette sur le biocontrôle. Allô Christophe, tu fais partie de l'équipe d'InfoGM, oui. Un des rédacteurs depuis longtemps. Tout à fait. Voilà. Et cette fois-ci, pour notre 16e émission dans la série, tu nous proposes de parler du biocontrôle et voilà le lien que ça peut avoir avec cette question des OGM. Donc peut-être pour commencer, tu pourrais juste expliquer exactement qu'est-ce que pour toi ça veut dire le biocontrôle. Ok, alors ça c'est une question qui est très intéressante parce que justement le biocontrôle c'est un terme qui a été inventé récemment, 15-20 ans à peu près, en France et en Europe, et qui est très mal défini. C'est justement cette notion qui est floue, qui permet en fait à l'industrie de changer un petit peu sa cape et de la verdir un petit peu. Donc le biocontrôle, c'est déjà un outil au service du verdissement de l'agriculture intensive. C'est le premier point. Et après, ce n'est pas défini vraiment par ce que c'est, mais c'est défini par ses produits. Hein, c'est pas donc le biocontrôle n'est pas une stratégie, mais c'est des produits. Et le but du biocontrôle, tel que c'est vendu par le ministère de l'Agriculture et par les entreprises, c'est d'utiliser les mécanismes du vivant, d'utiliser le vivant pour produire des outils au service de l'agriculture pour essayer de réduire les pulvérisations de pesticides chimiques de synthèse. En gros, on nous dit le biocontrôle, c'est la vertébrée, c'est des vertébrés, donc des coccinelles, ça peut être des hormones, des phéromones, ça peut être des matières minérales, ça peut être un certain nombre de choses qui auraient peu d'impact environnemental et qui auraient quand même un effet contre un parasite. Donc ça peut être un effet insecticide, un effet herbicide ou un effet fongicide. Voilà. Donc ça c'est déjà pour dire que c'est vraiment quelque chose de très très flou. Donc après il y a 580 produits de biocontrôle qui ont été autorisés par le ministère de l'Agriculture suite à une évaluation assez rapide de l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité de l'environnement. Mais ces produits, il y a vraiment plein de choses différentes. Et ce qui est très intéressant dès le début, c'est que le ministère donne comme définition dans la loi d'agriculture et d'orientation que le biocontrôle, ça peut être des molécules issues du vivant ou des molécules de synthèse qui sont identiques aux molécules du vivant. Donc on est déjà sur un glissement par rapport à ce que pourrait être l'utilisation du vivant en tant que tel dans le cadre d'une lutte par rapport à des parasites. Donc soit c'est naturel, soit c'est de synthèse. Donc déjà ça pose un problème à ce niveau-là. Et synthèse, en fait, ça veut dire quoi exactement? Comment il doit y en avoir différentes manières de fabriquer des produits de synthèse? Oui, c'est juste que c'est pas... par exemple, ils n'extraient pas une molécule dans la nature, mais ils la reproduisent en laboratoire. Donc ça peut être n'importe quelle molécule qui a un pouvoir insecticide, comme le BT, par exemple, la bactérie du sol, la bactérie BT a produit des toxines naturellement, des protéines insecticides naturellement. Donc on peut utiliser le BT en agriculture biologique et c'est utilisé depuis très longtemps. Donc c'est en gros, ils prennent les bactéries et ils en font une poudre. Cette poudre, c'est vraiment la bactérie à l'état naturel qui est transformée en poudre. Et cette poudre est épandue dans les champs et a des vertus insecticides. Contre un certain nombre de choses. Il y a plusieurs types de BT, etc. Donc ça, c'est la version naturelle qui est pratiquée en agriculture biologique depuis assez longtemps. Ce que l'industrie peut faire désormais, et appeler ça du biocontrôle, c'est de prendre la bactérie BT, elle cherche le principe actif et elle le reproduit
en laboratoire et elle vend ça. Donc on a un petit glissement de terrain. On a un glissement parce qu'en fait, pour nous et pour un certain nombre de scientifiques et pour un certain nombre d'acteurs, il est impossible de reproduire le vivant à l'identique. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui sera différent. C'est-à-dire que la formule chimique sera la même, c'est-à-dire qu'on aura la même suite de molécules et d'atomes, mais la spatialité ou un certain nombre de phénomènes, on va dire, physiques de la molécule serait différente. On ne peut pas reproduire de façon synthétique ce que la nature fait de façon strictement égale. Il y aura forcément des différences. Donc déjà, pour nous, ça pose problème. C'est-à-dire que le biocontrôle, ça part de l'idée qu'on peut utiliser le vivant pour lutter contre les parasites, ce que font les paysans en fait depuis la création de l'agriculture. Mais là, ils introduisent cette notion de synthèse qui fait que ça donne le pouvoir à l'industrie de produire des choses, de déposer soit une recette, soit un brevet, et donc d'en interdire la version naturelle aux paysans. On se dirige vers une forme de privatisation, d'industrialisation de choses qui étaient pratiquées par des paysans depuis de longues années. Mais je veux dire, actuellement, il y a vraiment de plus en plus d'informations, des scandales par rapport aux pesticides. Là, vraiment, actuellement, on entend parler des enfants qui sont affectés. Il y a maintenant beaucoup de questions par rapport à la pollution de l'eau. Enfin, ces derniers jours, c'est dans la presse partout. Et donc, a priori, l'idée de biocontrôle, en tout cas pour remplacer en quelque sorte la nécessité d'utiliser des pesticides, a priori, c'est plutôt quelque chose qui est plutôt une bonne chose. Mais après, c'est la question comment on le fait, et il faut faire la différence, si j'ai bien compris. Oui, l'idée du biocontrôle, vraiment, elle est vendue pour répondre officiellement à la demande de la société de réduire l'usage des pesticides chimiques de synthèse. Donc ça, c'est ce qu'on va dire le slogan. Mais en fait, les produits de biocontrôle, ça donne aussi à cette industrie de créer un nouveau marché. Parce que, comme ça, ils remplacent les molécules qui sont décriées par d'autres molécules qui auraient un pouvoir de nuisance un peu moins fort. Okay. Mais la première chose qui est très intéressante à noter, une chose qui est intéressante à noter, c'est que même les entreprises qui vendent des produits de biocontrôle, donc ça peut être Bayer, ça peut être Syngenta, ça peut être Corteva, ça peut être BASF, ces entreprises-là, quand elles vendent un produit de biocontrôle, elles disent qu'il est mieux, qu'il travaille mieux, qu'il fonctionne mieux associé à un ancien pesticide de synthèse. Donc, ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied, parce que le marché des pesticides, c'est un marché qui est en dizaines de milliards, je ne sais pas combien, un marché incroyable. Donc, ils ne vont pas arrêter, mais ils vont juste dire, on réduit un petit peu, puis on vend à côté notre molécule. Donc, c'est ça, c'est vraiment un peu comme un mirage, en fait, au biocontrôle. On nous vend quelque chose, mais derrière, c'est autre chose. Mais surtout, ce que je dis, c'est que ça permet aussi de priver les paysans d'un certain nombre d'outils qu'ils avaient. Alors, par exemple, c'était les PNPP. Les PNPP, c'est des préparations naturelles peu préoccupantes. Les préparations naturelles peu préoccupantes, ce sont des préparations qui se font à la ferme ou à la maison, donc accessibles à tout utilisateur final, qui ne sont pas brevetés et qui donc sont vraiment accessibles à tous. Ce sont des recettes paysannes, des recettes de jardiniers. Et en fait, en glissant vers le biocontrôle, l'industrie tente d'interdire les PNPP. Il les considère comme des choses d'arrière-garde, comme des choses pas très sérieuses, fait un petit peu à la bas comme je te pousse, etc. C'est très dénigrant, ils ont un discours très dénigrant par rapport à ces PNPP. Ils disent, mais nous, par contre, on fait la même chose, mais mieux. Parce que nous, par exemple, on purifie, on stabilise, on homogénéise. Et bien c'est là tout le débat. Le vivant, lui, n'aime pas être stabilisé, le vivant n'aime pas être homogénéisé. Les PNPP, c'est fait, il n'y a pas un purin d'ortie qui est exactement le même. Les PNPP, c'est les purins d'ortie, c'est les purins de consoude, c'est les purins de prêle, de fougère, c'est les décoctions d'ail, c'est toutes ces choses-là. Il n'y en a pas une de ces préparations qui est identique en termes de bactéries, en termes de molécules et même en termes de façon de faire. Parce que justement, chaque paysan, chaque jardinier cherche sa recette pour son écosystème à lui, qui n'est pas le même que l'écosystème du voisin. Alors que le biocontrôle, dans la mesure où ça reste des produits entre guillemets naturels, parce qu'après on va glisser vers les biocontrôles biotechnologiques, mais on va rester déjà sur ce qu'il y a actuellement en vente dans les magasins, le biocontrôle, lui, il se veut normé. Voilà.
Et c'est au nom de cette normalisation que l'industrie peut dénigrer les autres en disant nous on vend un produit qui est toujours le même. Vraiment envie d'avoir ce produit qui est toujours le même, ça c'est une question qui est très intéressante. Oui, un peu comme d'ailleurs dans l'agriculture, de vouloir avoir pour les céréales, pour un peu tous les produits, d'avoir quelque chose complètement normé et donc de plus avoir ce qu'on appelle les populations, par exemple, qui peuvent être beaucoup plus résistants à des problèmes de maladie, etc. C'est un peu dans le même sens. Mais ce que j'ai pas compris, ou j'aimerais bien comprendre mieux, c'est quand tu dis qu'il voudrait interdire les fameuses préparations naturelles peu préoccupantes. Je veux dire, actuellement, ces préparations sont surtout utilisées, comme tu dis, par des paysans, des agriculteurs. Ils fabriquent eux-mêmes et c'est pas trop des produits de vente, non, commercialisés. C'est plutôt chacun qui fait chez lui. Non, pas forcément. Il y a des entreprises qui font des PNPP, qui sont en lien avec des paysans. Parce que c'est un travail. Le paysan, il peut pas tout faire. Il peut pas faire ses semences, il peut pas faire ses préparations, il peut pas faire ses machines, faut pas lui en demander trop au paysan. Le paysan, lui, il cultive la terre et il a besoin d'allier, d'associer, de s'associer avec des gens. Et parmi ces gens, il y en a qui font de la semence, c'est leur travail. Ils sont en lien avec des paysans, mais il y en a, ils font des préparations naturelles peu préoccupantes. D'autres, ils inventent des outils hyper géniaux comme l'atelier paysan. C'est l'ensemble de ces corps de métier, c'est cette synergie de travail et de discipline qui fait qu'on a une agriculture de qualité. Donc oui, certains paysans font leur purin d'ortie, mais encore une fois, ça demande un petit peu d'équipement. Il faut quand même des grandes cuves, il faut savoir les chauffer à une certaine température, il faut savoir filtrer, il faut avoir des filtres de plus en plus fins pour exclure un certain nombre de choses. Bon, voilà. Après, je ne dis pas que ça ne peut pas se faire à la ferme, mais je dis de fait, c'est aussi un produit qui se vend. Et ils essaient de l'interdire justement au nom de cette normalisation en disant que votre produit, il est pas stable. C'est comme les variétés, comme tu disais. On a les variétés industrielles qui sont stables, homogènes et distinctes, les fameux critères pour avoir un brevet ou un COV, face aux populations qui seraient complètement... c'est des populations, donc elles sont pas stables, elles sont complètement hétérogènes. Et donc voilà, je voudrais revenir juste un petit peu en amont, c'est qu'avant dans la littérature scientifique, jusqu'à récemment, on parlait beaucoup de lutte biologique. L'expression lutte biologique, c'est quelque chose qui est apparu vers 1890 à peu près. Et la lutte biologique, c'est une stratégie. La lutte biologique, c'est une stratégie qu'on peut introduire par exemple des haies pour favoriser des insectes auxiliaires. Donc c'est vraiment d'utiliser le vivant dans sa complexité pour faire des équilibres au niveau des écosystèmes. Donc ça c'est très intéressant, les paysans le font naturellement sans même savoir qu'ils le font, parce qu'ils favorisent une biodiversité, ils favorisent un milieu riche et donc ils favorisent un équilibre. Petit à petit, ce terme de lutte biologique dans la littérature scientifique a été remplacé au point de devenir dominant par le terme de biocontrôle. Et le biocontrôle, c'est ce que je disais en tout début, mais au début j'ai dit beaucoup de choses, et donc je vais répéter certains éléments plus clairement, plus facilement. Le biocontrôle, ce n'est pas une stratégie, ce sont des produits. On reste dans la logique, comme les pesticides chimiques de synthèse, de la vente d'une industrie vers un particulier. Donc là, c'est vrai que les PNPP est une logique produit, mais le PNPP s'inscrit dans une logique stratégique parce qu'il faut aussi comprendre plus le vivant. L'entreprise, par exemple, elle va vendre un produit en disant ça a un impact sur tel parasite. Et voilà, c'est tout. Il faudra mettre telle dose. On n'est plus du tout dans la compréhension de notre environnement, dans la compréhension de notre milieu. On est dans la logique d'acheter à quelqu'un qui sait et qui fait. Oui, des produits soi-disant très ciblés. Donc en fait, de facto, on est obligé d'acheter même plusieurs produits parce qu'il faut un produit pour chaque plante ou chaque culture, c'est ça? Par exemple, oui, ça peut être ça. Après, par exemple, ce qui est aussi très intéressant dans la loi, c'est que quelqu'un qui vend un PNPP, à partir du moment où il a été autorisé, il y a quelques PNPP qui sont autorisés, il n'a pas le droit de dire que c'est pour un usage précis. Il doit dire que c'est stimulant pour la plante et ça favorise le système immunitaire. C'est la seule allégation que le vendeur de PNPP peut avoir. Par contre, le produit de biocontrôle, lui, il est dédié à un parasite précis.
Donc voilà, déjà même dans la façon dont le produit peut être présenté aux utilisateurs, il y a une différence de traitement. Oui, ça m'a fait penser aussi quand on fait des produits avec des herbes médicinales et tout ça, on n'a pas le droit non plus à mettre précisément à quoi ça sert. Tout à fait. La logique PNPP biocontrôle, c'est la même logique que pharmacopée traditionnelle et pharmacopée industrielle. C'est la même question que semences industrielles et semences paysannes. Dans les trois cas, on est dans cette même logique. Soit on regarde le monde comme quelque chose de complexe et qui est en équilibre, un peu instable, et quand il est un peu déséquilibré, il y a une maladie qui apparaît. Soit on regarde le monde à travers des choses très très fines, très précises. Voilà. On a vraiment trois domaines où les parallèles sont très intéressants. D'accord, Christophe. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale et on poursuit après. Voilà, donc on va reprendre notre émission Raconte-moi autrement les OGM avec Christophe Noisette, donc de l'équipe InfoGM. On est en train de parler du biocontrôle et les dérives en quelque sorte. Alors, je pense que tu veux développer un peu ces questions de dérives de biotech du biocontrôle. Oui, avant d'enchaîner sur le biocontrôle biotechnologique qui est en train d'apparaître et qui est déjà apparu aux États-Unis, j'en parlerai, je voudrais juste revenir sur un petit détail qui me paraît très important à signaler aux auditeurs et aux auditrices. D'accord. C'est que l'idée du biocontrôle, à la différence des préparations naturelles peu préoccupantes, donc à la différence des PNPP, c'est d'isoler un principe actif et de le reproduire. C'est ça la différence aussi entre un produit de biocontrôle et une PNPP. Une PNPP, par exemple, ça peut être l'huile de Nîmes, qui est connue par les Indiens et par plein de gens, qui a un certain nombre de valeurs et d'utilisation en agriculture. L'huile de Nîmes est une PPP, elle est réalisée par le paysan, par simple pressage à froid des graines entières du margousier. Voilà, ça c'est une recette très simple. Lui, l'industrie, s'est dit, tiens, il y a quelque chose d'intéressant dans l'huile de Nîmes, c'est pas pour rien que les paysans les utilisent, parce qu'ils sont pas bêtes, les paysans, ils utilisent des choses à bon escient. L'industrie, fort de cet exemple, donc propose un produit à base d'azadirachidine. Désolé, c'est le mot un peu compliqué, mais c'est la molécule active du Nîmes. Et en fait, ils extraient cela, et après, ils vendent cette molécule isolée que seule une industrie peut faire. C'est-à-dire qu'un paysan ne peut pas isoler des molécules comme ça. Et hop, ils disent que c'est ça qui est le principe actif, c'est ça qui est homologué, et comme ça, l'huile de Nîmes, petit à petit, dans sa complexité, avec l'ensemble des molécules et des adjuvants naturels, devient petit à petit interdit. D'ailleurs, le ministère de l'Agriculture dit le caractère artisanal et le principe même d'extraction de l'huile de Nîmes ne garantit pas l'homogénéité et la stabilité de la formule du produit brut. Voilà, on est vraiment dans ce que je disais, mais l'exemple est intéressant avec un exemple très concret, l'huile de Nîmes. On a un complexe moléculaire, un complexe, et de l'autre côté, on a un principe actif. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux logiques complètement différentes. Et d'ailleurs, et là, ça va me permettre de glisser doucement vers le biocontrôle biotechnologique, c'est que pour les États-Unis, les plantes transgéniques BT, donc les plantes transgéniques qui produisent la protéine issue de la bactérie BT, et du biocontrôle. Pourquoi ? Ça paraît complètement fou. Parce que eux, ils disent, on a pris une molécule qui était dans le sol, on a pris une bactérie qui produit une molécule, une protéine, qui était dans le sol, et donc naturelle. Et on fait reproduire cette protéine par une plante. Donc on utilise les mécanismes du vivant, parce que pour eux, c'est très clair, le vivant est une machine, le vivant est mécanique, ce qui est vraiment une aberration. Donc pour les États-Unis, une plante transgénique qui produit une protéine issue d'une bactérie du sol, c'est la même chose que utiliser la bactérie du sol. C'est une dérive quand même assez conséquente. Puisque comme je le disais tout à l'heure, déjà,
il n'y a pas deux molécules identiques, une fois celle de la nature et une synthétisée, mais alors là, on est même plus dans la synthèse d'une molécule par un labo, on est dans la production de cette molécule par une plante, ce qui n'existe strictement pas dans la nature. On n'est même pas sur une molécule naturelle, on est sur une molécule artificielle, produite artificiellement par une plante, ils appellent ça des biocontrôles. Donc on a vraiment un glissement très fort, mais tous ces mots-là, tous ces mots biocontrôle, bioéconomie, biomachin, c'est pour, encore une fois, verdir l'industrie qui est complètement décriée par les uns et les autres, quoi. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment dénoncer. Ben voilà, on utilise toujours le mot bio pour la biotechnologie. Tout à fait. Et donc en France, en Europe plutôt, parce qu'en fait on est sur des législations européennes, les plantes transgéniques ne sont pas encore considérées comme des outils de biocontrôle. Là-dessus, bon, ils n'osent pas faire le pas. Mais par contre, il y a deux possibilités que le biocontrôle devienne biotechnologique en Europe. C'est soit via l'ARNI, l'ARN interférent, je vais expliquer ce que c'est après, soit via les micro-organismes génétiquement modifiés. Donc en fait, l'ARN, qu'est-ce que c'est? L'ARN, déjà, c'est quelque chose qui est, comment faire simple. L'ARN, c'est ce qui permet à l'ADN, donc la molécule principale, la molécule qui détermine un organisme vivant. L'ADN, elle est transférée en ARN et après en protéines. Donc l'ARN, c'est principalement une molécule qui permet la traduction en protéines de l'ADN, qui est le code génétique de base. L'ARNI, c'est quelque chose qui a été découvert dans les années 70, qui lui n'a pas ce rôle de coder le message du gène vers une protéine, mais il ne code pas, il ne produit pas, mais il peut par exemple mettre sous silence un gène. Il peut faire qu'un gène ne s'exprime plus. Il peut interférer justement dans la production de cette protéine. C'est-à-dire que s'il y a un ARNI qui apparaît, l'ARN qui doit traduire la code génétique en protéine, tout d'un coup, il ne peut plus produire. Donc la fonction n'existe plus. Est-ce que c'est un peu clair ou faut que je recommence? C'est des choses qu'on a beaucoup moins d'habitude que toi d'écouter, et donc je ne sais pas si on a tout compris, mais je peux essayer de recommencer, essayer de dire différemment. Oui, peut-être, oui, c'est peut-être pour le coup. Une partie de l'ADN code pour des ARN qui ne sont pas traduits en protéines. Donc les protéines, en gros, c'est tout. Les protéines, c'est les muscles, c'est le foie, c'est le cœur, c'est le sang, voilà. Et donc tout ça, en fait, tous ces petits morceaux de notre corps, ils viennent de l'ADN, d'un code génétique qui est basé sur 4 bases. Donc l'ADN est traduite en protéines, c'est-à-dire que à partir de ce code-là, on arrive à un organisme vivant complet. Pour faire cette phase-là, il faut passer par l'ARN messager. Comme son nom dit, il est messager, il transporte un message. Mais il y a des ARN qui s'appellent ARNI, ARN interférents, c'est-à-dire qu'ils interfèrent dans ce processus de traduction de l'ARN messager en protéines. Donc l'ADN produit son ARN qui produit sa protéine. Et à un moment, il y a l'ARNI qui intervient. Ça, c'est un processus naturel dans tous les organismes, dans quasiment tous les organismes. L'interférence ARN, l'ARNI, est un processus moléculaire naturel découvert et ils se sont dit, tiens, on arrivait à produire des petites ARNI comme on veut, qui pourraient, une fois pulvérisées sur les plantes, être mangées par les insectes. Cette ARNI, une fois digérée par les insectes, bloquerait une protéine vitale à l'insecte et l'insecte mourrait. Est-ce que c'est tout clair comme ça? Oui, donc effectivement, une sorte de biocontrôle, comme tu dis. C'est du biocontrôle au sens où il balance. Donc il y a ce qu'on appelle des sprays à ARN qui sont déjà commercialisés aux États-Unis. Il y a eu des essais en champ en France. Donc le spray ARN connu, commercialisé, il a été commercialisé par l'entreprise Greenlight Bioscience. Il s'appelle Calanta et il vise le doryphore de la pomme de terre. En gros, quand on pulvérise ce spray ARNI sur des plantes de pommes de terre, sur les feuilles des plantes, les doryphores grignotent les feuilles, ils ingèrent l'ARNI qui est sur ces feuilles et meurent.
Donc voilà, c'est le seul spray ARN commercialisé au niveau mondial. Est-ce que c'est très ciblé ou est-ce que, parce qu'on a déjà vu avec les pesticides, évidemment, qui sont utilisés contre des nuisibles, si on veut l'appeler comme ça, mais qui ont un effet catastrophique sur les abeilles ou autres insectes, quoi. Donc, est-ce que là, c'est quelque chose d'extrêmement ciblé ou ça peut aussi avoir un impact plus large, assez néfaste? La publicité de l'industrie dit que c'est extrêmement ciblé, bien sûr, que la RNI Calanta vise que Doryphore, mais en fait, ce n'est pas possible parce que les ARNI sont des séquences de nucléotides très très courtes et on retrouve ces séquences dans plein d'autres insectes. Donc, il y a vraiment une crainte réelle, documentée, que un spray ARN puisse tout d'un coup dévaster de façon beaucoup plus large les abeilles, Apis mellifera par exemple. Donc là-dessus, c'est un vrai problème, c'est que non, l'ARNI n'est pas ciblée, malgré la propagande qui en est faite. J'ai cherché la liste des insectes qui étaient ciblés, là, mais je ne la retrouve pas dans mon dossier. On a fait un dossier sur le biocontrôle, là, qui est en train d'être finalisé, qui sera disponible pour les lecteurs et les lectrices d'ici une quinzaine de jours. Il y a Polynis qui a travaillé sur ce dossier-là aussi, hein, l'association, l'ONG Polynis, qui a fait un super dossier sur la RNI et qui a ressorti un certain nombre d'études scientifiques très claires qui montrent que c'est pas possible que ce soit aussi ciblé. Mais en fait, ça veut dire que on cherche à remplacer des produits, les pesticides, qui sont particulièrement problématiques parce que ça a un impact très large, très vaste sur les mondes des insectes, on pourrait dire, et on le remplace avec un autre produit qui est plus ou moins, il y a les mêmes problèmes. Oui, tout à fait. Et en fait, là, c'est juste qu'on n'utilise plus la chimie, on va dire, carbone, enfin, la chimie pétrole, je ne sais pas comment l'appeler. On utilise une autre forme de chimie, qui est la biochimie, en fait. Mais on reste dans une forme d'interventionnisme non maîtrisé. Et donc on reste dans le même paradigme en fait, hein, ARNI ou plantes transgéniques ou pesticides de synthèse, c'est exactement le même paradigme qui est à l'œuvre. Les paysans sont des utilisateurs finaux de produits qu'on leur vend, sont bien maîtrisés ce qu'il y a avec un nombre de risques assez important. C'est clair que le risque le plus important c'est celui-là, la non-spécificité de ces petits ARN, mais il est possible que cet ARNI se retrouve dans les sols, dans les micro-organismes, on ne sait pas du tout ce qu'il va pouvoir faire, comment il va vivre sa vie. Voilà, j'ai retrouvé la liste. Hein. L'association Polynis a ainsi identifié des papillons, des abeilles, dont l'abeille mellifère, des bourdons, des diptères, donc des mouches en gros, qui seraient touchés involontairement par la désactivation de gènes essentiels pouvant conduire à la mort de l'insecte. Et des coléoptères aussi, d'autres études parlent de coléoptères qui seraient aussi impactés par un ARNI soi-disant spécifique. Le problème, c'est pas juste les insectes, c'est aussi qu'est-ce que devient cet ARNI une fois qu'il est mis sur la feuille de la plante. Est-ce qu'il va juste rester en surface, comme ça, gentiment, comme s'il y avait un petit film plastique entre lui et la feuille, ou est-ce qu'il va rentrer dans la feuille? Comment il va rentrer en interaction avec l'ADN de la plante? Quel déséquilibre cela va induire? Est-ce que ça va créer une modification de certains éléments nutritifs, par exemple? Est-ce que ça peut créer une toxicité? Bon, tout ce champ-là n'est pas vraiment étudié, hein. Vraiment très peu, à part par des gens un peu indépendants. Mais l'évaluation de cet ARNI est tout à fait bâclée par les instances. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin de déclaration pour faire des essais en champ d'ARNI. Donc nous, on a su qu'il y a eu en France. Donc le Calanta contre le Doryphore a été testé en France. Il a été testé en Italie, en Slovénie, en Espagne, en Allemagne. Mais ces infos-là, c'est assez compliqué de les retrouver, de les avoir, parce qu'il n'y a pas d'obligation de déclaration d'essai en champ. Alors qu'une plante transgénique, quand Monsanto, Bayer, BASF, Corteva, etc. voulaient tester ça dans un champ, hein, des parcelles expérimentales, comme on dit, il fallait avoir une déclaration et une autorisation. Ce n'est pas le cas pour les ARNI. Parce que les ARNI ne sont pas classés selon la directive OGM, la directive 2018, mais les ARNI sont classés selon la directive pesticides. Donc c'est considéré comme des pesticides
pesticides, et donc les essais en champ des pesticides n'ont pas les mêmes obligations que les essais en champ de plantes transgéniques. Or, en fait, l'ARNI, c'est vraiment un produit génétique. Ça joue sur la génétique des insectes et des plantes. Donc ça devrait être, d'une certaine façon, classé selon la directive 2018, mais la 2018, elle traite des organismes. Et l'ARNI n'est pas un organisme, hein, c'est une molécule. Donc voilà, par ce biais-là, il y a un flou législatif et réglementaire qui fait que ça passe à travers tous les trous de toutes les raquettes et que cette chose-là, ce pesticide génétique, on pourrait l'appeler comme ça, est en train de faire son chemin un peu partout dans le monde. Oui, avec un manque, comme tu disais, de retour sur l'expérience. En fait, très difficile à vraiment savoir qu'est-ce que ça donne parce que c'est pas déclaré, on ne sait pas vraiment, on ne sait pas trop à quelle échelle c'est utilisé. Oui, c'est sûr, oui, c'est un problème. Je voudrais donner d'autres exemples, sauf si tu as d'autres questions sur l'ARNI, parce qu'il y a d'autres choses. Non, je pense qu'on pourrait faire une petite pause musicale et peut-être venir au micro-organisme ou pas. Tout à fait, ça me paraît très bien. Voilà, Christophe Noisette, donc de l'équipe d'InfoJM. Nous allons poursuivre et petit à petit conclure cette émission sur le biocontrôle. Là, on a à peu près commencé, disons, à comprendre la fameuse histoire de ARNI, voilà, oui. Interférence, c'est ça. Tout à fait. Passons maintenant à un autre sujet apparemment lié, c'est les micro-organismes. Alors, l'autre pan du biocontrôle biotechnologique, c'est d'utiliser, encore une fois, le biocontrôle, comme il dit, c'est utiliser les mécanismes du vivant pour lutter contre les parasites. Je répète la définition un peu grande et floue que les ministères mettent en place. Donc il y a une entreprise qui s'appelle Pivot Bio, et on retrouve bio, parce que bio c'est bien, donc on met bio partout. Il y a une entreprise qui s'appelle Pivot Bio qui vend, elle, un micro-organisme génétiquement modifié pour faciliter l'absorption de l'azote par les plantes. Donc eux ils disent que c'est du biocontrôle parce qu'en effet on ne met pas de l'engrais, donc on ne met pas un entrant chimique, on balance un micro-organisme qui va rentrer en relation avec les racines de la plante. Ce micro-organisme génétiquement modifié va rentrer en interaction avec la plante et va permettre à la plante comme ça d'avoir, en théorie, besoin de beaucoup moins d'engrais parce qu'elle va pouvoir digérer mieux l'azote. En fait, ce micro-organisme a pour but de transformer les plantes comme la tomate ou le maïs ou peu importe la laitue en légumineuses. Parce que les légumineuses ont cette capacité de mieux utiliser l'azote. Voilà. Mais, encore une fois, c'est du biocontrôle si on prend la définition classique, à savoir utiliser les mécanismes vivants, parce que de fait, les micro-organismes, c'est leur but de travailler avec les plantes, etc. Mais par contre, c'est génétiquement modifié, et encore une fois, quelle évaluation, quel risque, là-dessus, il y a encore très peu de choses. Et surtout, c'est que on le rappelle régulièrement dans les émissions qu'on fait avec Radio Jazine, sur Raconte-moi autrement les OGM, il y a un projet de déréglementation des OGM qui est à l'œuvre. L'Union européenne, la TNSEA, le ministère de l'Agriculture, les entreprises, un certain nombre de chercheurs souhaiteraient que les OGM ne soient plus évalués, ne soient plus étiquetés et ne soient plus suivis. Pour pas que ça soit trop violent, ils appellent ces OGM des NBT, des nouvelles techniques génomiques. Actuellement, la proposition ne concerne que les plantes. Mais il y a déjà eu une demande de la part du Parlement européen, sous la pression d'Europa Bio et d'un certain nombre de promoteurs de ces micro-organismes, de faire que cette déréglementation concerne aussi les micro-organismes génétiquement modifiés. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que le 1er juillet 2025, donc dans un peu moins d'un an, c'est le Danemark qui va occuper la présidence de l'Union européenne. Le Danemark, c'est le pays qui héberge une énorme structure, une énorme entreprise qui s'appelle Novonesis.
Non, c'était Novozymes. Novonesis, c'est une multinationale peu connue de la part du grand public, mais qui produit énormément de micro-organismes génétiquement modifiés. Elle en produit pour tous les secteurs. Ça peut être pour des peintures, pour des cols, pour des édulcorants, mais aussi pour la bière, pour la brasserie, pour la boulangerie, et aussi donc pour faire des produits de biocontrôle. Et le Danemark, forcément, soutient cette industrie des micro-organismes, et il est fort à parier que, une fois que ce sera à la présidence de l'Union européenne, elle fera en sorte que cette déréglementation, toujours en discussion et pas encore actée, soit prolongée, je ne sais pas comment dire, soit étendue, quoi. Étendue, oui, à l'ensemble des micro-organismes génétiquement modifiés. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver avec des produits dits de biocontrôle pour soit stimuler l'azote de l'air, soit stimuler des défenses immunitaires, soit lutter contre un parasite, mais qui ne serait plus OGM, et donc les paysans pourraient acheter un produit sans savoir ce que c'est, et en plus avec comme label biocontrôle. Donc là, c'est vraiment un risque important. Actuellement, nous ne connaissons pas de micro-organismes génétiquement modifiés vendus comme biocontrôle et donc disséminés dans les champs en Europe, mais il y en a déjà eu un qui a été autorisé, donc, comme je l'ai dit, aux États-Unis, par l'entreprise Pivobio. Donc voilà. Donc ça, c'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Il y en a un déjà dans les champs, et donc c'est vraiment très 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 gênant parce que les micro-organismes, forcément, c'est invisible à l'œil nu. Pour voir les conséquences, c'est pas facile à évaluer. Ça peut passer d'une plante à une autre, ça reste dans le sol, ça va dans les eaux, etc. Donc, il faut savoir comment le transgène va réagir avec l'ensemble de son environnement. Voilà, parce que eux, ils font des analyses en labo dans un milieu quasi stérile. Avec la plante et le micro-organisme, ils disent « Ah, c'est génial, ça marche bien ». Oui, ça peut marcher dans le cadre du laboratoire, comme beaucoup de choses marchent dans le cadre du laboratoire. Mais une fois qu'on passe au champ, une fois qu'on passe dans la complexité du champ, avec des interactions infinies, presque, et bien là, tout d'un coup, ça pose d'autres problèmes, et voire même, ça ne marche pas. Après les micro-organismes génétiquement modifiés, il y en a même qui envisagent de créer des virus génétiquement modifiés comme outil de biocontrôle, c'est-à-dire, pareil, pour soit attaquer un parasite, soit créer de la stimulation, etc., etc. Donc les virus sont encore plus aberrants, imaginez, de disséminer comme ça des virus génétiquement modifiés dans le sol, sur les champs, parce que vraiment le virus, lui, son but, son mode d'action, c'est de coloniser des cellules. Il ne peut vivre que en colonisant une cellule. Parce que par lui-même, il ne vit pas. Un virus vit en synergie avec un autre organisme, en quelque sorte. Et puis des fois, il est trop important, et puis bim, il tue son hôte, donc il est obligé d'aller voir un autre hôte. Donc là, on est vraiment dans quelque chose dont l'essence même est d'aller rentrer dans des cellules incontrôlables. Donc Christophe, si j'ai bien compris, là, vous êtes en train de finaliser à InfoGM un dossier qui va un peu parler de tous ces différents aspects, éléments que dont tu as parlé dans cette émission. Oui, tout à fait. Le dossier, il s'appelle Les Mirages du biocontrôle ou quelque chose comme ça. Il sera sur la boutique d'InfoGM d'ici une quinzaine de jours. Voilà. Une dernière chose que j'ai pas dit, mais un peu, j'ai évoqué rapidement, c'est que bien sûr, tous les produits du biocontrôle sont brevetés. Oui. Ça, c'est quand même, c'est la base de la biotechnologie. La biotechnologie n'existe que parce qu'elle est brevetée. En gros, c'est ça la manne financière. Parce que il y a toute une économie de la promesse qui se transforme en finance via cette économie des promesses. Bien sûr, mais ça fait vraiment penser à la question des semences, quoi, que les semences paysannes, c'est justement pas breveté, et c'est quelque chose que l'industrie n'aime pas du tout quand quelque chose est gratuit, donc il faut bien créer un moyen pour pouvoir breveter, quoi, pour les semences et maintenant aussi pour ces histoires de biocontrôle. Oui. Donc voilà, on a un petit schéma en page 17, on voit vraiment à partir de 2002, il y a un petit peu de
comme par hasard, hein, on retrouve globalement les grosses entreprises semencières, hein, donc Corteva, qui est une fusion entre Pioneer, DuPont, Dow, etc. Mais on retrouve aussi, Bayer, hein, aussi, qui est très très important. Mais on retrouve des petites entreprises quand même, petites entre guillemets, hein, mais qui ne sont pas encore estampillées comme Bayer ou Monsanto. Donc c'est pour ça que Pivot Bio, par exemple, que j'ai cité tout à l'heure par rapport aux micro-organismes capables de fixer l'azote atmosphérique pour le fournir aux plantes, Pivot Bio a quand même une trentaine de familles de brevets. J'ai parlé de Greenlight Bioscience. Mais ce qui est intéressant, et je vais peut-être finir là, parce qu'il ne me reste que plus beaucoup de minutes, hein, l'entreprise Greenlight Bioscience, que j'ai étudiée un petit peu en particulier, parce que c'est toujours intéressant, c'est une entreprise qui est née en 2008. Dans un rapport financier que j'ai trouvé, elle écrit noir sur blanc qu'en 14 ans, elle n'a généré aucun revenu. Malgré cela, elle a été rachetée par une entreprise d'investissement qui s'appelle Fallline. Et Fallline, ils investissent dans plein de petites entreprises, ils les rachètent, soit ils leur donnent tellement d'argent que quelque part c'est comme des filiales, mais elles n'ont pas le statut de filiale. Et cette entreprise-là, Fallline, elle est aussi propriétaire terrien. Donc en fait, Fallline, ça c'est aussi quelque chose qu'il faudra qu'on creuse un peu, elle possède des investissements dans la robotique, dans la météo, dans les GPS, dans les drones, dans les sprays à RNI, dans les micro-organismes, dans les data centers et dans le foncier. Elle possède plusieurs, je crois que c'est 10 000, 15 000, 20 000, 100 000 hectares, je ne sais pas combien parce qu'on n'a pas accès à ces chiffres-là. Donc Greenlight Bioscience, elle a développé un spray à RNI, enfin elle en développe plusieurs, hein. Elle est en train de travailler sur un autre qui contrôle le varroa par exemple pour les ruches, elle travaille sur aussi des thérapies géniques, hein, parce que bien entendu, souvent ces entreprises-là, elles sont à la fois dans le domaine agricole et dans le domaine de la santé humaine, hein, parce que les ARNI pourraient aussi, bien sûr, sauver l'humanité des cancers, etc. Enfin, si on les écoute grâce à l'ARNI, tout ira mieux demain. Nous, on a un petit doute. Voilà, donc Greenlight Bioscience, elle travaille, elle investit, elle perd de l'argent. Au bout de 14 ans, elle a déposé plein de brevets, elle a développé plein de produits, elle est toujours en déficit. Hop, elle est rachetée par une énorme entreprise qui, elle, comme ça, maîtrise l'ensemble de la filière. Et c'est ça les nouveaux monstres qui sont en train d'apparaître au niveau de l'agriculture. C'est les entreprises qui maîtrisent l'ensemble des outils. Et c'est outils génétiques, outils numériques et outils robotiques. On est dans la création d'une agriculture, nouvelle forme d'agriculture, où on va se passer des paysans. On va avoir des drones qui vont pulvériser des sprays à RNI sur des plantes transgéniques, ramassés par des robots sans conducteur. Voilà à peu près le monde qu'on peut voir se dessiner quand on creuse cet aspect du biocontrôle. Le biocontrôle, c'est vraiment une nouvelle tentative d'exclure les paysans de leur capacité à gérer leurs champs en leur fournissant des produits qu'ils ne maîtrisent pas et dans une logique vraiment dans une logique de perte d'autonomie, quoi, clairement. Alors que les PNPP, vraiment qui s'opposent à ces outils de biocontrôle, les PNPP, eux, renforçaient l'autonomie paysanne, renforçaient les liens entre paysans et renforçaient le lien au vivant. Voilà. Donc on a vraiment des logiques assez différentes à l'œuvre. Voilà. Oui, je rappelle juste le PNPP, si jamais quelqu'un a pas écouté le début, c'est des préparations naturelles peu préoccupantes. Donc. Oui, les purins d'ortie, les purins de confit, des décoctions d'ail, etc. Oui. Voilà, donc ça promet des luttes à venir et surtout c'est un peu grâce à InfoGM, hein. Peut-être il y a quelques autres qui suivent tout ça, mais je pense que vous êtes une des principales organisations en Europe qui cherchent déjà de comprendre, d'avoir une sorte de veille sur toutes ces évolutions absolument invraisemblables, ces apprentis sorciers qui vraiment c'est assez effrayant en fait ce qu'on peut apprendre dans ces émissions. Mais vous faites un énorme travail et donc on rappelle, c'est infogm.org, je pense, le site. Tout à fait, oui, c'est ça, infogm.org. Très bien.
Et on répète, comme on répète toujours, que vous avez besoin de soutien d'ailleurs, parce que tout ça, ça coûte de l'argent de faire tous ces travaux, ces études. Donc je pense qu'il y a une possibilité de faire des dons sur le site, pour ce qui voudrait. Tout à fait. Mais voilà, Christophe, merci pour tout ça. Ben, merci à toi de nous avoir invités. Hein, et voilà, donc le gouvernement, lui, a pris une décision très claire, hein, c'est de soutenir le biocontrôle et de mettre des bâtons dans les roues des PNPP. Ils ont investi 60 millions d'euros, 42 millions d'euros en 2024 à peu près, 18 financés par les fonds privés, et voilà, ça c'est le plan France 2030, voilà, c'est ça l'avenir que le ministère de l'Agriculture français nous prépare. Voilà, donc 42 millions d'euros que, bien sûr, viennent de vos impôts pour développer le biocontrôle et mettre des bâtons dans les roues au PNPP. Voilà, c'est juste le petit dernier chiffre de la fin. Merci encore pour cette invitation et j'espère que si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire sur le site on répondra à cela. Et vous pouvez surtout lire le dossier qui est en préparation. Très bien. Mais merci Christophe et à la prochaine. Merci à toi. À bientôt. Et donc, la 16e émission dans la série Raconte-moi autrement les OGM, réalisée par Radio Zinzine en partenariat avec l'équipe d'InfoGM. C'était avec Christophe Noisette sur le biocontrôle.